Anne Cooper Hewitt était la fille de Peter Cooper Hewitt, un célèbre ingénieur américain qui, en 1901, a inventé la lampe à vapeur de mercure, encore utilisée aujourd'hui. Après sa mort, Anne hérita d'une immense fortune, mais sa mère se livra rapidement à un comportement choquant pour tenter de s'emparer de cet argent. Venez découvrir son histoire avec moi. Anne Cooper Hewitt est née dans la ville de Paris le 28 juillet 1914, une date souvent considérée comme le début de la Première Guerre mondiale. C'est ce jour-là que l'Empire austro-hongrois a déclaré la guerre à la Serbie, déclenchant une série de déclarations de guerre à travers l'Europe. C'était un début de mauvais augure, dont la mère d'Anne lui rappellerait fréquemment plus tard dans sa vie. Sa mère était Marion Jean Andrews, une femme qui avait auparavant été mariée au docteur-père de Satre-Bruguière et à Alexandre Turner Stewart Denning. Ces deux hommes étaient assez riches et apparentés de près à des banquiers et financiers new-yorkais de renom. Cependant, le père d'Anne n'était ni l'un ni l'autre de ces hommes, mais un certain Peter Cooper Hewitt. Lui aussi venait d'une famille très en vue, car son grand-père, Peter Hewitt, était un inventeur millionnaire et homme d'affaires, qui était un patriarche de la ville de New York. Au moment de la naissance d'Anne, Peter était marié à Lucy Bondwork, la fille d'une autre famille bancaire éminente et fortunée. Ainsi, elle a été conçue dans le cadre d'une liaison extra-conjugale que Peter entretenait avec Marion depuis le début des années 1910. Il allait cependant bientôt divorcer de sa femme et épouser Marion. Il a ensuite officiellement adopté Anne, peut-être pour dissimuler le fait qu'elle était née d'une liaison. Avec le mariage de ses parents en 1918, Anne est devenue l'unique enfant d'une famille très riche. Cela dépendait surtout des intérêts commerciaux de Peter. Ingénieur de formation, en 1901 alors qu'il avait 40 ans, Peter avait inventé la lampe à vapeur de mercure. Il s'agissait d'un type de lampe à décharge gazeuse qui utilise un arc électrique transmis à travers du mercure vaporisé pour produire une lumière très vive. La nouvelle lampe offrait d'énormes avantages par rapport aux ampoules disponibles auparavant, notamment le fait que les ampoules utilisées pendant l'allée pouvaient les durer jusqu'à 24 000 heures tout en diffusant une lumière très vive. Cela les rendait idéales pour une utilisation dans les lampadaires et d'autres environnements où une lumière très vive était nécessaire, comme les salles d'opération des hôpitaux, les stades et d'autres bâtiments publics. Par conséquent, la lampe à vapeur de mercure a été rapidement adoptée dans tout le monde occidental et, en effet, ce type de lampe est encore largement utilisé dans de nombreux pays plus de 120 ans plus tard. Et comme il l'avait inventé et détenait un brevet sur la conception, Peter Cooper Hewitt est devenu un homme très riche. C'est dans ce contexte qu'Anne a grandi, et cela allait également avoir une influence cruciale sur toute la trajectoire de sa vie. Des inventions comme celle-ci et l'histoire qui les entoure sont vraiment fascinantes, et si vous voulez en savoir plus sur ces sujets ou sur n'importe quel autre sujet, vous devriez jeter un œil au sponsor d'aujourd'hui, Curiosity Stream. Si vous n'avez pas entendu parler de Curiosity Stream, laissez-moi vous dire que Curiosity Stream est une plateforme où vous pouvez regarder des documentaires, des émissions et des séries originales et primées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ils ont du contenu pour tout le monde, avec des émissions sur la science, la nature, la technologie, et bien sûr mon sujet préféré, l'histoire. J'aime regarder après avoir fait des recherches sur des histoires, et en ce moment j'adore History of Home Presents, History's Greatest Homes. Vous pouvez accéder à des milliers d'heures de documentaires et de séries de haute qualité avec des abonnements à partir de moins de 5 $ par mois. Le meilleur dans tout ça, c'est que de nouveaux contenus sont ajoutés chaque semaine, donc vous avez toujours quelque chose à regarder, et vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Que ce soit sur votre téléviseur, votre ordinateur ou votre appareil mobile, il est facile de regarder vos documentaires préférés à tout moment, où que vous soyez. Allez sur curiositystream.com, /curiositystream.com forgotten, ou scannez le code QR pour un accès illimité aux meilleures séries documentaires et non-fiction du monde. Et pour mes abonnés, utilisez le code promo Forgotten et vous bénéficierez de 25% de réduction. Anne ne connaissait pas vraiment son père. Il est décédé au début de l'automne 1921, peu après son 7e anniversaire. Peter est né en 1861 et il y avait une différence d'âge de 20 ans entre lui et la mère d'Anne.
Donc, il n'était pas surprenant qu'il soit mort bien avant Marion. Son testament était assez inhabituel. Il n'a pas légué toute sa fortune à sa femme, ni ne l'a partagée également entre elle et leur unique enfant. Au lieu de cela, Pierre a stipulé que Marion recevrait seulement un tiers de sa fortune, tandis qu'Anne recevrait les 2 autres tiers. Elle hériterait de cette fortune à l'été 1935 lorsqu'elle aurait 21 ans. La somme d'argent était très considérable. Bien que sa conception initiale de la lampe à vapeur de mercure ait présenté quelques problèmes, il avait résolu les défauts dès 1903 et la lampe fut alors adoptée à travers les États-Unis et dans de nombreux pays européens. Cela inclut une innovation connue sous le nom de redresseur à arc de mercure qui pouvait convertir le courant alternatif en courant continu. Les 2 types de courants, ce qui avait déclenché la guerre des courants des années 1880 entre Thomas Edison et George Westinghouse. Un autre coup de pouce à ses finances fut l'émergence de l'industrie cinématographique hollywoodienne et l'adoption des lampes de Hewitt pour l'éclairage des studios. À la suite de ses efforts, lorsqu'il est décédé en 1921, il a laissé derrière lui une fortune de 4 millions de dollars, une somme équivalente à plus de 100 millions de dollars aujourd'hui, selon la façon dont l'inflation est calculée. Environ 2 700 000 $ de cette somme ont été placés en fiducie pour Anne, et elle en hériterait en 1935. Malheureusement, cet argent serait au cœur de son histoire tragique dans les années 30. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnés par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. La relation d'Anne avec sa mère a toujours été tendue, et cela a continué en grandissant. Marion était cruelle envers sa fille, l'insultant verbalement en la traitant de vilain petit canard et d'imbécile, et elle allait même jusqu'à blesser Anne physiquement. De nombreuses années plus tard, Anne déclara que sa mère s'approchait rarement d'elle, préférant employer une équipe de domestiques pour tout faire, de l'habiller le matin et préparer ses repas à la coucher le soir. Au lieu de cela, Marion menait une vie distante et elle se remaria 2 fois de plus dans les quelques années qui suivirent la mort de Peter. D'abord avec le baron Frédéric-Émile Reggie, d'Allonges en 1922, puis avec George William Charles MacArthur en 1926. Marion développa également une série de mauvaises habitudes qui la conduisirent à dilapider progressivement l'immense fortune que son mari lui avait laissée. Il s'agissait d'un alcoolisme croissant et d'une inclination pour le jeu, un mélange toxique pour une femme ayant beaucoup d'argent à perdre. Dans les années 1930, ces vices étaient principalement assouvis en Californie, où elle et Anne vivaient à San Francisco. Pendant ce temps, Anne menait une vie recluse, sa mère l'enfermant dans sa chambre et essayant délibérément de l'empêcher de se faire des amis ou de socialiser. À mesure qu'Anne grandissait et approchait de son 21e anniversaire, l'âge auquel elle hériterait de l'argent que son père lui avait légué, sa mère a manifestement commencé à élaborer des plans pour s'approprier cette fortune. Et il semblait n'y avoir qu'un seul moyen d'obtenir cet héritage.
Une clause du testament de son défunt mari stipulait que si Marion survivait à sa fille pour une raison quelconque et si Anne mourait sans enfant, alors la part d'Anne dans la succession reviendrait à Marion. C'était une approche de bon sens, mais Marion a tenté d'exploiter cela d'une manière particulièrement sinistre à l'approche du 21e anniversaire de sa fille. En août 1934, alors qu'elle avait 20 ans, Anne déjeunait avec sa mère dans la périphérie de San Diego lorsqu'elle a ressenti une douleur gênante au ventre. Anne a été immédiatement conduite à l'hôpital et, à l'entrée, elle a rencontré un médecin nommé Tilton Tillman. Dès que le médecin a vu Anne, il l'a informée qu'elle souffrait d'appendicite et qu'elle devrait subir une opération pour retirer l'appendice. L'appendicite n'était en guère un diagnostic inhabituel, mais quelque temps plus tard, Anne a révélé qu'à aucun moment le docteur Tillman ne l'avait examinée physiquement pour confirmer qu'elle souffrait réellement de cela. Anne a subi l'opération 4 jours plus tard et a passé plusieurs semaines à se rétablir à l'hôpital. Pendant cette période, elle est devenue de plus en plus méfiante quant à ce qui se passait. Elle a surpris plusieurs conversations où les médecins et les infirmières parlaient en secret de ses soins, la qualifiant de patiente idiote. Ce qu'Anne allait bientôt découvrir, c'est qu'en plus de s'être fait retirer l'appendice lors de l'opération, les médecins avaient également pratiqué une salpingectomie, un traitement qui impliquait l'ablation de ses trompes de Fallope. Cette intervention chirurgicale est normalement pratiquée pour prévenir le cancer ou traiter une grossesse extra-utérine. Mais dans ce cas particulier, la mère d'Anne avait manigancé pour que les médecins pratiquent cette intervention comme une forme de stérilisation afin qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Elle les avait convaincus en les soudoyant et en affirmant au personnel qu'Anne était simple d'esprit. À cette époque, l'eugénisme faisait encore partie intégrante de la pensée scientifique et médicale occidentale. Alors les médecins ont pratiqué l'intervention afin d'empêcher Anne d'avoir des enfants qui pourraient également être mentalement incapables. Anne ne pourrait désormais jamais avoir d'enfants, et ainsi, l'une des dispositions principales du testament de son père était en place pour que Marion puisse acquérir l'argent d'Anne. Anne ne s'est pas laissée faire et n'a pas accepté cette horrible parodie d'injustice médicale et de mutilation physique. Au lieu de cela, elle a engagé un avocat et, en janvier 1936, lors d'une conférence de presse très médiatisée dans un bureau à San Francisco, elle a déclaré devant les journalistes réunis qu'elle poursuivait sa mère en justice pour un demi-million de dollars, affirmant que Marion avait engagé 2 médecins pour la stériliser et qu'elle les avait également soudoyés avec de l'argent prélevé sur le fonds en fiducie d'Anne. La presse s'est emparée de l'affaire, qui opposait une mère malveillante à une jeune héritière fortunée. Tout au long de 1936, des dizaines d'articles ont été publiés dans certains des plus grands journaux du pays. Finalement, les choses ont mal tourné. La police est intervenue et Marion ainsi que les 2 médecins qu'elle avait soudoyés ont été arrêtés et accusés de mutilation, un crime vaguement défini qui pouvait impliquer de mutiler ou de défigurer une personne. Si elle était reconnue coupable, la mère d'Anne risquait jusqu'à 14 ans de prison, mais cela n'est jamais allé aussi loin. Finalement, lorsque la police a retrouvé Marion, ils l'ont trouvée dans un hôpital du New Jersey après qu'elle ait tenté de se suicider. Au final, Anne n'était pas prête à témoigner contre elle au tribunal si cela signifiait l'envoyer en prison, et l'affaire a donc été discrètement abandonnée. Le plan de Marion n'aboutirait jamais. Bien qu'Anne ne puisse jamais avoir d'enfant, elle devait tout de même mourir avant Marion pour que sa mère puisse acquérir la part de 2,7 millions de dollars de la succession. Et cela n'est jamais arrivé. En fait, Marion est morte quelques années plus tard. Elle est morte le 30 avril 1939 à l'âge de 57 ans, alors qu'elle vivait dans un taudis d'une chambre à New York, fauchée et seule. Anne a ensuite mené une vie haute en couleurs. Bien que, tragiquement, elle n'ait jamais pu avoir d'enfant, elle s'est mariée au total 6 fois. Contrairement à sa mère, elle ne cherchait pas de mari riche. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle a épousé une série d'hommes issus de milieux modestes, dont un mineur, un barman et un cow-boy qui étaient aussi disc jockey. Le disc jockey et cow-boy occasionnel n'était autre que Frank Rodeo Roy Nicholson. Et il a été à la fois le 4e et le 6e mari,
puisqu'elle a divorcé de lui une première fois, puis s'est réconciliée et l'a épousé de nouveau quelque temps plus tard. Son mariage avec Nicholson a de nouveau fait la une des journaux pour Anne à la fin des années 1940 lorsqu'elle l'a épousé pour la première fois. Nicholson a divorcé de sa femme actuelle afin d'épouser Anne, mais sa femme a ensuite été retrouvée morte seulement quelques heures après la finalisation du divorce. Sa mort a ensuite été déterminée comme un suicide, et Nicholson a été exonéré de toute implication, mais les journaux ont présenté l'histoire de la manière la plus scandaleuse possible. Quelques semaines plus tard, Anne et Frank ont eu d'autres ennuis judiciaires lorsqu'il a été découvert qu'ils avaient commis un parjure dans les preuves présentées dans le cadre de la loi californienne sur les tests sanguins prénuptiaux, afin d'accélérer leur mariage. Le dernier acte de la vie dramatique d'Anne est survenu dans les années 1950 dans le contexte de la peur rouge communiste en Amérique. C'était parce qu'elle avait décidé de se présenter au Sénat américain, dans l'État du Nevada, afin de lutter contre le communisme. Frank est devenu son directeur de campagne alors qu'elle se présentait sous l'étiquette républicaine, mais dans un tournant étrange des événements, il a également déclaré publiquement qu'il avait l'intention de voter pour son adversaire démocrate. La campagne n'a jamais abouti à autre chose qu'à générer quelques gros titres sensationnalistes. Anne est décédée peu de temps après d'un cancer en février 1956, alors qu'elle se trouvait au Mexique, à seulement 41 ans, bien que certaines sources disent qu'elle en avait 40. Sa fortune, que sa mère avait si vicieusement manigancée pour acquérir, a été léguée à Frank Rodeo Roy Nicholson. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Anne Cooper Hewitt. J'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.